Le 15 janvier 1947, Elizabeth Short, 22 ans, est retrouvée mutilée, coupée en deux et vidée de son sang dans un terrain vague de Los Angeles. Entre mythe et réalité, je vous propose aujourd'hui de vous raconter l'histoire réelle du Dahlia noir, le meurtre non élucidé le plus connu des États-Unis. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Unsolved qui est un peu particulier. C'est une histoire qui moi me fascine et si vous avez vu le film de Brian De Palma, vous en connaissez déjà peut-être l'histoire, mais vous ne savez peut-être pas que celle-ci est vraie. Alors qui est Elizabeth Ann Short? Elizabeth est née le 29 juillet 1924 dans le quartier de Hyde Park à Boston. Elle est la fille de Cleo Short, un entrepreneur dans le domaine des constructions de mini-golf, et de Phoebe May, et elle est la troisième d'une fratrie de 5 sœurs. En octobre 1930, son père est complètement ruiné par la Grande Dépression, il fait faillite et par là même il va manquer d'argent pour nourrir sa famille et il va les abandonner. Il va déposer sa voiture sur le pont de la rivière Charles et il va faire croire à un suicide. Qui l'a cru ici ? Personne. Elizabeth va alors être élevée par sa mère à Medford dans le Massachusetts. C'est alors une jeune fille qui est charmante, qui a de beaux cheveux noirs, ce qui lui vaudra d'ailleurs son nom a priori de Dahlia noir. Et c'est une jeune fille qui est très romantique et assez naïve. Elizabeth va stopper ses études en seconde, elle va partir à Miami où elle va y trouver un boulot de serveuse. Par la suite, à 18 ans, elle va partir pour Vallejo en Californie pour réaliser son rêve en fait de devenir actrice. Elle va du coup de nouveau vivre avec son père qu'elle a retrouvé entre temps avant que les deux ne redéménagent à Los Angeles en 1943. Comme évidemment vous vous en doutez, les rapports avec son père sont plutôt compliqués. Dès qu'Elizabeth a l'occasion, elle va déménager et trouver un emploi de caissière dans un magasin de l'armée à Lompoc en Californie, avant de nouveau de partir pour Santa Barbara. Elle va d'ailleurs être arrêtée le 23 septembre 1943 pour consommation illégale d'alcool puisque elle est encore mineure à cette époque-là et elle va être renvoyée à Medford chez sa mère. En 1944, Elizabeth va tomber amoureuse de Matthew Michael Gordon Jr. qui est un major de l'armée américaine et qui va même la demander en mariage, mais ce dernier qui était parti évidemment pour la guerre comme pilote dans le Pacifique va malheureusement se crasher et décéder dans un accident d'avion du coup en novembre 1945 avant même de pouvoir l'épouser. Les années vont passer, Elizabeth va gagner sa vie toujours en tant que serveuse et elle va résider dans diverses villes de la Californie jusqu'en 1946 où elle va déménager pour Hollywood, toujours dans le but de devenir actrice. Ça reste son rêve et elle tient absolument à le réaliser. Elle va alors vivre un peu entre des pensions, des hôtels, des colocations et généralement ces colocataires vont avoir tendance à dire que elle est gentille mais elle est toujours avec un homme différent tous les soirs et elle n'a pas vraiment d'amis, c'est pas quelqu'un de très expansif. En décembre 1946, elle repart pour San Diego. Ensuite, en janvier 1947, elle revient à Hollywood. Et le 8 janvier 1947, c'est mon anniversaire, j'avais oublié ce détail. Robert Manley, un homme qui la connaissait, lui paye une nuit d'hôtel comme elle n'avait nulle part où aller. Il va affirmer, ce monsieur-là, ne jamais avoir eu de relation sexuelle avec Elizabeth et il dira même l'avoir conduit le lendemain matin à une station de bus de Los Angeles parce qu'elle lui avait indiqué avoir un rendez-vous dans un hôtel luxueux avec une de ses sœurs. Et quelques jours plus tard, le 15 janvier 1947, aux alentours de 10h35,
Betty Bersinger et sa fille sont en train de faire une balade le long d'un terrain vague dans le quartier de Leimert Park à Los Angeles, et là elles vont découvrir une sorte de mannequin de magasin tombé du camion, ou du moins c'est ce qu'elles pensent au premier abord, avant de s'apercevoir qu'en fait il s'agit d'un cadavre qui est coupé en deux. Et forcément, elles vont alerter la police. Vous vous en doutez, la scène de crime à cette époque-là, c'est piétiné par je ne sais combien de policiers, par je ne sais combien de journalistes qui sont complètement horrifiés à la vue de cette scène de crime. Le corps d'Elizabeth, il est retrouvé complètement mutilée, c'est-à-dire qu'elle a des traces sur les cuisses, sur la poitrine, de coupures, de bleus. Elle a la bouche qui est entaillée jusqu'aux oreilles. Elle a des traces sur ses poignets qui indiquent que visiblement elle aurait été attachée, et visiblement il semblerait qu'elle ait été en tout cas longuement torturée. Ses intestins, et c'est là où c'est un peu particulier, ont été retirés, ont été noués de manière un peu particulière avant d'être déposée en fait sous ses fesses. Elle a aussi des traces de brûlures de cigarettes qui sont visibles un peu de partout sur sa peau, et petite particularité, son corps est complètement vidé de son sang, il est totalement nettoyé, et l'absence de sang en fait sur la scène de crime, sur le terrain vague où a été retrouvée Elizabeth, suggère que elle n'ait pas été tuée à cet endroit-là, mais que son corps ait été transporté. Selon certains témoins, il y a eu une grosse voiture noire qui aurait été aperçue sur les lieux au moment présumé de sa disparition, de sa mort, mais cette voiture n'a jamais pu être finalement identifiée. L'autopsie du corps d'Elizabeth va révéler qu'elle est décédée à cause des hémorragies internes dues au coup qu'elle a eu sur la tête et aux lacérations qu'elle a sur le visage, et a priori elle aurait été violée post-mortem. Alors les photos et les détails de l'autopsie ont été publiés, les photos de son corps aussi, bien évidemment. Pour éviter de me faire supprimer ma vidéo, je ne vais pas mettre les photos là, mais par contre si ça vous intéresse éventuellement, je pourrais en dévoiler une partie sur Twitter pour ceux qui me suivent. Sinon je vous mets juste en dessous le lien de mon profil Twitter dans la description. Bref, en tout cas la scène est assez choquante en effet, et c'est vraiment très rare de voir une scène de crime pareille. Plusieurs suspects vont alors être évoqués par la police. Il va y avoir une cinquantaine de personnes qui vont revendiquer le meurtre, mais il s'avérera qu'en fait aucune de ces personnes ne l'a réellement fait. Alors allez chercher pourquoi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui se glorifient de meurtre. Genre, si c'est moi, je vous jure, alors qu'ils l'ont pas fait. Bon, ça fait une cinquantaine de tarés, ok, c'est ok, ça marche, pas de soucis. Bref, son petit ami de l'époque, Jack Anderson Wilson, qui est un criminel qui a à peu près un casier judiciaire long comme le bottin, va être suspecté. Il y a aussi un médecin qui va l'être, parce que la découpe du corps est quand même assez minutieuse, et on peut se dire que c'est quelqu'un qui est du corps médical. Et on va se pencher sur un homme en particulier qui s'appelle George Odell, qui est un homme déjà qui a un QI surdimensionné. Il a un QI de 186. Il est médecin vénérologue, il pratique des avortements clandestins, quelqu'un d'hyper sympa visiblement. C'est un pianiste virtuose, il a été chauffeur de taxi aux alentours de ses 15 ans, en contact avec la pègre. C'est un ami de nombreux artistes célèbres en fait, comme le réalisateur John Hudson ou le peintre et photographe Man Ray, avec qui il se serait a priori livré à des orgies. Bref, voilà, le mec est suspecté du meurtre de sa propre secrétaire. Il a été accusé de viol par sa fille, et plusieurs témoins vont même affirmer qu'il fréquentait Elizabeth Short. Et d'ailleurs, son fils retrouvera après sa mort une photo d'Elizabeth dans ses affaires personnelles, 4 ans après qu'il soit décédé. Bref, un mec vachement sympa. Et en effet, il faut dire que quand même, il y a des troublante coïncidence pour relier George Odell à plusieurs meurtres et disparitions qui se sont produits entre 1943 et 1949. Il y a une distance entre son domicile et les meurtres autour,
ou les disparitions. Il y a des courriers qui ont été envoyés à la police, dont certaines de la même boîte postale que celle de son cabinet médical. Des établissements fréquentés par les victimes qui fréquentaient aussi. Il y a un mode opératoire un peu particulier, une ressemblance de l'écriture entre les lettres anonymes et ce que pouvait écrire Odell. Mais comme ce mec-là, en fait, il a un carnet de relations qui est hyper fourni, et ben en fait, il va jamais être interrogé et il va finir par décéder en 1999 à l'âge de 91 ans et il va emporter avec lui ses secrets. La police va pas exclure non plus dans le cas du Dahlia noir que le tueur puisse être une femme. Ça pourrait être aussi un meurtre de jalousie, on va dire. Sauf que c'est quand même un petit peu moins probable. Bref, le 25 janvier, la police va retrouver le sac à main et les chaussures d'Elizabeth à plusieurs kilomètres du lieu de la découverte de son corps. Quelque temps plus tard, il y a une personne qui va faire parvenir un colis avec une lettre dedans qui est constituée, vous savez, avec des lettres découpées dans les journaux, où il est écrit « Here is Dahlia's belonging, letter to follow ». Donc je vous traduis ça littéralement, mais voici les effets du Dahlia, une lettre suivra, lettre qu'on ne recevra absolument jamais. Et dans ce carton-là, il y aura aussi les affaires personnelles d'Elizabeth. Des photos, son certificat de naissance, sa carte de sécurité sociale, un ticket de consigne, la notice nécrologique de son ex-fiancé, ainsi que son carnet d'adresses qui contient environ 75 noms d'hommes. Et du coup, forcément, la police va alors se mettre sur la trace de ces hommes-là, mais cette piste ne va absolument rien donner. Et comme je vous l'ai dit, aucune lettre finalement ne va être reçue par la suite. Et au fil des années, en fait, de nombreuses théories vont émerger concernant le tueur du Dahlia noir. Alors on va avoir des trucs complètement farfelus. Pour exemple, il y a une célèbre médium du nom de Sylvia Brown qui va dire que le fantôme d'Elizabeth Short lui est apparu. On va prêter au Dahlia noir des amants de la mafia, on va dire qu'elle avait une atrophie du vagin, qu'elle adorait les orgies lesbiennes, qu'elle fréquentait des avorteurs clandestins, qu'elle aurait eu aussi des relations avec des gens un peu célèbres, par exemple avec Orson Welles, dont elle aurait visiblement été enceinte. Bref, tout un tas de mensonges qui ont un peu entretenu et nourri cette légende du Dahlia noir. La théorie de l'imminent John Douglas, si vous le connaissez, c'est le premier profiler du FBI, ce serait qu'il s'agirait d'un homme blanc qui serait âgé entre 20 et 30 ans, qui aurait une personnalité assez angoissée, qui serait sûrement en difficulté financière et qui aurait peut-être un handicap physique qu'Elizabeth aurait pu moquer et que du coup il lui aurait lacéré le visage par vengeance suite à cette moquerie. En 2014, Stéphane Bourgoin, dont on connaît aujourd'hui les mensonges, va même en sortir un livre affirmant qu'il aurait résolu l'affaire du Dahlia noir. Bon, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, sachant ce qu'on sait maintenant, bien entendu. Bref, de nombreux films et séries sur l'affaire vont sortir. Il y a un film qui s'appelle I Am the Night, un épisode d'American Horror Story aussi. Il y a le Dahlia noir, comme je vous en ai parlé, de Brian De Palma, qui est un très très bon film avec une de mes actrices préférées. Bref, aujourd'hui, vous vous en doutez, les preuves matérielles ont disparu, en particulier 13 lettres qui avaient été envoyées par le tueur à la police et aux médias. Et finalement, la beauté, la vie un peu mystérieuse et la violence de la mort d'Elizabeth Short continuent de hanter les esprits. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du Dahlia noir, qui est évidemment irrésolu, sinon je ne vous en parlerai pas là, bien qu'il y ait d'énormes soupçons sur George Odell. Et j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé, parce que moi c'est vraiment une histoire qui me passionne. Alors déjà parce que c'est une période qui m'intéresse particulièrement, on est dans les années 40, enfin voilà, j'affectionne particulièrement ce moment-là, et puis il y a un espèce de truc avec cette fille-là, je sais pas, elle a quelque chose d'hyper mystérieux et je trouve ça hyper intéressant d'en parler, donc voilà, ça reste de l'histoire. Peut-être qu'un jour on finira par savoir qui était vraiment le réel meurtrier du Dahlia noir. En tout cas, je fais moyennement confiance du coup au dire de Stéphane Bourgoin.
Ça n'a rien de très méchant, hein, il en connaît un rayon, mais je suis pas certaine qu'il soit vraiment très doué pour finalement profiler des gens. Bon, voilà. Toujours est-il que voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à me laisser vos avis en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne et c'est ça qui fait que ça grandit, que vous êtes toujours plus à venir ici. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On est encore parti pour un petit moment d'Unsolved parce que j'ai vraiment beaucoup de cas en fait à vous exposer et beaucoup de choses hyper intéressantes que je voudrais vous raconter. Donc voilà, j'espère que ça continue de vous plaire. Et puis en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, les psychopathes, il y en a à tous les coins de rue.